Bonsoir. Je vous remercie d'avoir répondu ce soir à notre invitation pour cette conférence au Mémorial de la Shoah. Et je remercie surtout notre invité Pierre Norin d'avoir accepté de participer à cette série de rencontres que nous avons organisées à l'occasion de l'ouverture du Mémorial de la Shoah et au cours desquelles nous proposons d'essayer de poser une série de questions relatives à la présence de la Shoah et de l'histoire de la Shoah aujourd'hui, 60 ans après la Seconde Guerre mondiale, et de continuer à essayer d'examiner les incidences que cet événement a encore sur la société contemporaine, en particulier en France, mais aussi cette interrogation d'ordre social et de l'histoire sera poursuivie par une série de rencontres plus concrètes qui seront consacrées à l'état des lieux de la Shoah en France, donc les lieux d'internement, et quelles sont donc les politiques qui sont aujourd'hui menées pour la conservation de ces endroits. Donc je pense en particulier au Camp des Milles, au Struthof, au Rivesaltes, qui font l'objet en ce moment de rénovation et d'ouverture aussi de musées, de mémoriaux qui pourront accueillir le public. Donc je vous le disais, je suis particulièrement heureuse d'accueillir Monsieur Norin, car ses travaux sur l'historiographie et le sentiment national sont particulièrement importants. Et en particulier, excusez-moi à nouveau, pour notre institution. Pierre Norin, après des études de lettres, de philosophie et une agrégation d'histoire, a commencé à enseigner dans les années 50 en Algérie pour intégrer ensuite l'Institut d'études politiques de Paris en tant que maître assistant. Et il publie donc en 64, à la suite de son séjour en Algérie, son premier ouvrage sur les Français d'Algérie. Et puis, non, ça va aller plus vite après. On va pas tout faire. Ouais, je vous avais prévenu, je le fais pas. Donc, et ensuite, il a l'idée de lancer, il commence une carrière d'éditeur avec une idée qui est de proposer à un grand public des documents d'archives présentés par des historiens. Et ça sera la collection Archives, dans laquelle il invitera Léon Poliakov, un des fondateurs du CDJC, à présenter un numéro sur Auschwitz. Ensuite, en 72, Pierre Norin, à l'appel de Claude Gallimard, rejoint la Nouvelle Revue Française, où il réorganise le département qu'on appelait à l'époque, je crois, ça y est, excusez-moi. Les sciences humaines. Ah non, c'était pas ce que je voulais dire. Ça y est, voilà. La non-fiction, que je trouvais être une définition justement que vous avez transformée en sciences humaines, et une collection donc qui a connu le succès que vous savez grâce aux talents d'auteurs comme Georges Duby, Michel Foucault, Jean Bottero ou Emmanuel Leroy-Ladurie. Donc, au début des années 80, Pierre Norin fonde en compagnie de Marcel Gaucher la revue Le Débat, dont le propos, et je cite donc ses concepteurs, est de choisir et préciser, juger et aider à juger, comprendre, et qui sera une vaste tribune de discussion des idées. Dans la préface rédigée à l'occasion du 20e anniversaire de la revue, Pierre Norin, après avoir décrit le contexte qui était celui de la naissance de la revue, déclare que 3 directions de travail s'imposèrent. Et je vous cite. Donc vous dites, histoire, politique et société n'ont pas cessé depuis près de 20 ans de dicter notre programme de travail. Le débat sera notamment la tribune de très nombreux articles consacrés à la mémoire de la Shoah, et dont la conférence de ce soir est d'ailleurs le prolongement d'une discussion que nous avions eue à la suite d'un article que vous aviez fait paraître dans cette même revue en octobre dernier. Mais peu après, M. Norin entreprend un autre chantier d'envergure, les lieux de mémoire, qui s'inscrit dans la lignée d'un séminaire qu'il anima pendant 3 ans à l'École des hautes études en sciences sociales. L'objectif de la série est de répertorier les lieux et les objets dans lesquels s'est incarnée notre mémoire nationale depuis le XIIIe siècle, qu'ils soient matériels comme les monuments ou qu'ils soient immatériels comme des devises ou des fêtes. Les lieux de mémoire sont aussi une autre manière de faire de l'histoire, qu'il nomme une histoire symbolique au 2e degré.
Il ne s'agit pas d'une histoire des événements eux-mêmes, du passé tel qu'il s'est passé, mais de ses réemplois permanents, ses usages et ses mésusages. À nouveau, le talent de Pierre Nora fut d'être un chef d'orchestre, rassemblant les plus brillants historiens tels André Chastel, Georges Dubury, François Furet. Et je me permettrai de citer, car ils furent mes professeurs, messieurs André Fermégier et Bruno Foucard. Et les lieux de mémoire furent dès leur première parution un événement considérable, dont les traductions dans différents pays et les déclinaisons furent nombreuses, si elles ne furent pas toutes aussi heureuses que l'original. Donc ce soir, Pierre Nora a accepté de donner un propos d'ordre plus général sur ce que fut et ce qu'est cette mémoire de la Shoah dans la France et peut-être un petit peu en dehors aussi. Et en particulier au vu des récentes commémorations qui ont atteint une ampleur médiatique qui ne vous aura certainement pas échappé. Donc avant de passer la parole à M. Nora, je voulais le remercier donc à nouveau d'être parmi nous et souhaite que sa présence en nos murs aide notre mémorial à devenir non pas donc un lieu de mémoire, ce qu'il n'est pas, mais ce que M. Nora, je crois, bon. Moi, je pensais à ces milieux de mémoire dont vous parliez aussi, et qui sont un lieu d'accueil, de recherche et de connaissance pour les générations futures. Mais écoutez, je remercie beaucoup. Non, attendez. Il fera mieux pour finir. Réservez-les. Je remercie Madame la Giscard de sa présentation si amicale et qui m'a permis, comme je venais de jeter un coup d'œil sur l'exposition, de retrouver, après beaucoup d'émotions, un peu de la froideur de l'historien que je vais être devant vous pour vous parler de ce trop vaste sujet, évidemment, pour 3/4 d'heure, 1 heure, sur la mémoire collective de la Shoah. En effet, Madame Nagiscard évoquait le problème de cette commémoration et l'ampleur qu'a pris ce 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz a été proprement sidérant. Il a, de toute façon, affecté, je crois, assez profondément, mais de manière imprévisible, la manière dont va se poser, à partir de maintenant, ce problème même de la mémoire de la Shoah. Cette apothéose commémorative a été chargée de multiples et très lourdes significations qui s'entremêlent et qui auront des conséquences très impossibles à prévoir aujourd'hui. Mais je crois que le phénomène a été en soi si important qu'il vaut la peine, pour commencer, de s'interroger sur les principales dimensions qui me paraissent ressortir de cette géante commémoration et qui a été, en France, beaucoup plus orchestrée qu'elle ne l'a été dans la plupart des pays où, je vous le rappelle par exemple, en Angleterre, un sondage a été fait et 45% de la population au-dessous de 35 ans connaissait le nom d'Auschwitz, mais ne le connectait pas avec la Seconde Guerre mondiale. C'est dire qu'il y a eu en France quelque chose d'assez spécial que l'on peut, je crois, regrouper plus ou moins autour de 5 chapitres, je dirais, en les indiquant et en indiquant les ambiguïtés profondes dont chacun se trouve, je crois, chargé. Le premier, c'est le fait de la rencontre de tout ce qui relève des générations qui se sont mêlées pour une fois unique dans ce moment commémoratif. Les 3 générations, celle des survivants, celle des gens directement concernés et qu'on peut regrouper autour du chef, fils et filles de déportés,
Et puis la masse, précisément, de ceux trop jeunes pour avoir été ou directement ou indirectement concernés, et qui accueillent cette espèce de matraquage de l'horreur dont ils ont été l'objet, avec un mélange très varié de fascination, de rejet, d'horreur, d'écrasement, d'émotion, de curiosité, et le sentiment qu'ils sont bien naturellement plus concernés par des horreurs ou des génocides dont ils ont été les contemporains, ou par une situation, la Shoah, qu'ils jugent aujourd'hui rétrospectivement à la lumière de ce qu'ils voient et connaissent du conflit israélo-palestinien. L'ampleur même, je crois, de cette commémoration ne peut pas ne pas rappeler celle qui, après tout, a été celle du débarquement il y a un an. On a l'impression que ces commémorations de la guerre, de la Seconde Guerre et même, je dirais, de la Première, ont repris, peut-être dans ce siècle de paix que nous connaissons pour l'instant ici au moins, un intérêt très profond et qui correspond aussi non seulement à l'étrangeté d'une période que ces jeunesses peut-être n'a pas vécue ou que se remémore la génération qui l'a connue, dans une rencontre qui a un rythme, je crois, qui pour un historien de la mémoire ferait beaucoup réfléchir sur ce que représentent les 40 ans ou les 50 ans qui nous séparent de cette commémoration. En tous les cas, ce qui caractérise très violemment cette rencontre des trois générations, c'est que coexistent, je crois, pour la première fois, les survivants d'un phénomène aussi immense du point de vue émotif et du point de vue existentiel et civilisationnel, que coexistent ces témoins, je dirais, avec les principales des institutions de mémoire qui se sont mises en place du vivant même de ces témoins. Il y a là quelque chose qui est probablement très original, qui ne se retrouve généralement rarement et qui marque la période. Il demeure des survivants capables de témoigner et animés par une volonté de transmettre quelque chose, de transmettre leur vécu, et en même temps, il y a déjà comme figé dans la solennité de l'histoire un nombre invraisemblable de monuments, de commémorations, de musées, de chaires d'enseignement de la Shoah, depuis le musée de 93 du mémorial de Washington à celui-là même ici, qui va représenter avec Yad Vashem le troisième des grands mémoriaux mondiaux pratiquement. Eh bien, cette rencontre pose évidemment le problème, je dirais, inévitable et pour tout dire insoluble, de la transmission elle-même, sur laquelle je n'ai pas le temps de m'appesantir parce qu'elle mériterait une conférence à soi seule. Personnellement, je vous dirai tout de suite que je suis un peu sceptique devant les réclamations des meilleurs esprits, je dis des meilleurs, qu'on sorte de la pure émotion pour essayer de transmettre aux enfants quelque chose qui serait à proprement l'histoire de cette catastrophe. Là où je suis simplement sceptique, c'est en professeur d'histoire. C'est qu'au moment où on supprime très largement dans tous les programmes l'enseignement de l'histoire, je ne vois pas comment on pourrait développer le seul enseignement de la Shoah. Le deuxième des traits, et je vais aller malheureusement plus vite, c'est celui que vous évoquiez, Sophie Giscard, la dimension médiatique incroyable qu'a pris cette commémoration. Comment l'expliquer d'une certaine façon?
Moi, j'aurais tendance à l'expliquer comme une réaction spontanée des médias à la renaissance, disons, de l'antisémitisme. Et que, en gros, ça a été une espèce de volonté de montrer l'horreur par rapport à l'antisémitisme renaissant. Mais il y a dans le mode d'émotion qui a été celui des médias quelque chose qui est quand même extraordinairement, je dirais, frappant. C'est deux choses. C'est d'abord l'absence précisément de contextualisation historique. On a joué sur l'émotion, on a joué sur les nerfs, on a montré Chirac pleurant, les gens pleurant, bien entendu pleurant. Il est difficile de ne pas. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu une émission, qu'il y a eu vraiment quelque chose d'explicatif sur les mécanismes de la solution finale, quelque chose qui essaye de contextualiser historiquement l'horreur dont on était le témoin avec l'histoire elle-même qui l'entourait et qui permettait partiellement de l'expliquer ou du moins de la montrer. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est viscéralement congénital aux médias. Comme si on avait, si vous voulez, le tsunami, la compassion, la Shoah, la compassion. Et quoi pour après ? C'était quelque chose qui était quand même très frappant dans cette médiatisation et qui, je crois, dans la mesure où on l'expliquerait par cette volonté très louable de louer ou de lutter contre l'antisémitisme, a quelque chose d'un porte-à-faux, ou un risque très grand de porte-à-faux, parce que je pense que la Shoah a été, si j'ose dire, partiellement instrumentalisée par les médias ou même par les politiques, mais qui n'est pas très sûr que les jeunes musulmans des quartiers populaires d'où vient le vif de la Renaissance antisémite soient particulièrement sensibles à ce que j'appelais ce matraquage de l'horreur et qu'ils ne se retournent pas, on l'a beaucoup dit, le risque est là, contre ce qu'ils voulaient démontrer. Le troisième des points qu'il me semble évident, c'est la dimension, cette fois complètement nouvelle, qu'a représentée la dimension européenne de cette commémoration. Là encore, elle est très ambiguë. La presse a très abondamment expliqué pourquoi cette commémoration européenne s'opérait à ce 60e anniversaire et n'avait pas pu se déployer aussi librement pour le 50e anniversaire, par exemple, il y a 10 ans. C'est que, évidemment, il y a 10 ans, on était dans les lendemains de la fin du mur de Berlin, de la fin de la division allemande, de la fin de l'effondrement de l'Empire soviétique, c'est-à-dire en fait dans les séquelles d'une Europe divisée qui avait divisé le souvenir de la Shoah. À Europe divisée, Shoah divisée, si j'ose dire. Tandis qu'à Europe réunie, et qui va voir précisément cette année la Constitution européenne comme par hasard, c'est là que cette commémoration européenne a été extraordinairement exaltée. Je ne sais pas comment s'est opérée vraiment cette organisation internationale, mais d'une certaine façon, on pourrait dire qu'elle a fait d'Auschwitz le lieu de mémoire fondateur de l'Europe elle-même, avec toutes les conséquences que cette ambiguïté si profonde a eue, car il y a eu dans cette manifestation d'unanimité européenne une forme d'exorcisme de ce que l'Europe, précisément, avait pu surmonter ou ne pas surmonter les démons qui l'avaient amené à cette division ou à cette horreur de la Shoah. Mais il est, à mes yeux, d'autant plus significatif de cette unanimité européenne et de cette ampleur un peu factice et un peu fabriquée que, au contraire, vous le savez, vous le sentez, naît très profondément une interrogation sur l'Europe
dans ce qu'elle a eu de suicidaire. C'est Jean-Claude Milner qui a sorti ce livre, à mon avis un peu, mais significatif, dès la mise en cause de l'Europe qui, depuis la pensée des Lumières elle-même, aurait été congénitalement confrontée à ce problème de l'antisémitisme et ne l'aurait, au fond, jamais résolu. Alors, dans cet anniversaire de la libération d'Auschwitz, faut-il voir du côté européen une date fondatrice ou une incantation conjuratoire? Seul l'avenir le dira, et c'est probablement les deux à la fois. Mais si j'avais le temps, j'essaierais de vous le montrer. Il y a une division très profonde, comme vous le savez, qu'elle répond aussi à une sorte d'éloignement d'Israël et de l'Europe, d'un rapprochement très profond, en profondeur d'Israël et des États-Unis. Et puisque vous parliez du débat, j'ai eu l'occasion de publier dans un des tout derniers numéros un article, à mon avis, remarquable de Jean-Marc Dreyfus, qui montrait à quel point, en profondeur, dans l'Amérique de Bush, s'enracinait l'idée d'une anti-Europe, d'une Amérique qui était tout entière sauvée de la malédiction européenne et qui, à ce titre, était tout entière des survivants d'une Shoah européenne. Il y avait là comme une sorte de névrose profonde ou de traumatisme très profond qui fait encore une fois de l'Europe une étrangeté par rapport, et peut-être un divorce très profond du monde juif et du monde européen. Il y avait là aussi, pour parler d'une autre revue que de la mienne, dans Commentaires, il y a dans le dernier numéro je crois, un excellent article de Diana Pinto sur le divorce en profondeur du monde juif et du monde européen. Le quatrième trait, mais je crois que je vais aller beaucoup plus vite, sinon nous sommes partis pour beaucoup parler, c'est le ciblage frappant qui a eu lieu sur Auschwitz, pour Auschwitz, si j'ose dire. Et au fond, il témoignait, ce ciblage très profondément, de l'assimilation presque devenue intégrale entre nazisme et Auschwitz. Comme il y a eu une sorte d'assimilation et de court-circuit entre communisme et goulag. C'est phénoménalement l'aboutissement d'un parcours qui, depuis la libération, était absolument l'inverse, puisque c'est, au contraire à la libération, les manifestations des déportés incluaient les manifestations des Juifs qui voulaient se faire d'une certaine façon oublier, fondre dans la résistance collective, et qui n'a pris que très progressivement le sentiment d'un sort à la communauté juive seule destinée. Eh bien, cette courbe aboutit au contraire, je dirais, à ce maximum de ciblage, puisque ça n'a même pas été à la limite Auschwitz, mais Birkenau. Et c'est-à-dire vraiment l'anus mundi, si j'ose dire, à l'intérieur même du camp d'Auschwitz. Et il y aura probablement beaucoup à analyser de la formidable production mémorielle ciblée sur le témoignage, ciblée sur le camp d'Auschwitz, sur le mécanisme de l'extermination. Pensez que dans les 3 derniers mois, entre septembre et mars, il aura paru plus de 40 témoignages sur les camps, je parle, sur le camp purement, alors qu'il n'en avait paru il y a, en 95, il y a 10 ans, qu'une dizaine à peine. Donc c'est beaucoup plus, rien que du point de vue éditorial. Puis songez aussi à ce télescopage très profond des images qui ont été projetées, puisque vous êtes peut-être ému, ou certains l'ont été en voyant Holocauste, d'autres beaucoup plus en voyant évidemment Shoah, mais quand ils avaient les deux et qu'on ne pouvait plus ouvrir le poste sans voir des photos, qu'on ne savait plus dans quel type de film on était, mais qu'on voyait cette espèce de déluge d'insoutenable,
il en restera, je crois, très profondément quelque chose, et on ne retrouvera jamais, sans doute, cette compression télévisuelle et médiatique aussi individualisée et personnalisée. Et je crois que c'est un des traits quand même de ce ciblage de plus en plus en zoom, si j'ose dire, sur les camps, sur l'extermination, sur les destins individuels, et c'est aussi le parti que vous avez pris ici de suivre jusque dans la chambre des enfants qu'a fait Klarsfeld, visage à visage, personne à personne, et à cet égard-là, si j'ose dire, presque le numéro de Paris Match, à la fois dans sa beauté et dans sa incertitude, je dirais, on ne pouvait pas ne pas être, je dirais, le visage de Simone Veil qui était très beau, heureusement qu'elle n'est pas là ce soir pour m'entendre, mais qui en même temps était là avec ses trois enfants, avec toutes les générations, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, illustrait bien ce que je vous disais et résumait aussi, d'une certaine façon, la parimachisation d'Auschwitz, qui faisait partie de la chose. Alors, je crois que, si vous voulez, en effet, les lieux ont besoin, plutôt la mémoire a besoin de lieux, et que jamais Auschwitz n'a été à ce point ciblé et cerné. Eh bien, là sont sans doute les 4 dimensions évidentes de cette commémoration. Mais je crois qu'il y a plus, beaucoup plus, qui nous mène au cœur de notre sujet, à savoir le lien étroit, intime, qu'entretient la mémoire elle-même avec la Shoah, et qui fait, si j'ose dire, de la commémoration de la Shoah une commémoration de la mémoire elle-même, la commémoration par excellence, ou si on préfère encore, la commémoration de la commémoration. Il y a pour qui veut bien lire, je crois, cette commémoration ainsi, une lecture, dirais-je, en abîme de cette cérémonie, dans la mesure où Auschwitz incarne l'essence même du commémoratif. Je m'explique. Il y a un parallélisme frappant, une concomitance intrinsèque entre la montée en puissance du thème de la Shoah depuis 25 ans, l'éveil ou le réveil d'une conscience d'identité juive et l'avènement même du règne de la mémoire. Entre ces 3 phénomènes, avènement de la mémoire, affirmation d'une identité juive spécifique et découverte ou approfondissement de la Shoah, il y a, je crois, beaucoup plus qu'une synchronie ou qu'une circularité intime, ou même qu'un lien de causalité réciproque, il y a une forme de cohérence très profonde. C'est cette, je dirais, approche du phénomène, et cette seule approche du phénomène, de ce lien entre l'identité juive, la mémoire et la montée de la Shoah, que je me sens personnellement en droit d'aborder un peu devant vous, en historien de la mémoire que je suis, et pas en spécialiste de la Shoah que je ne suis pas du tout. Je voudrais donc essayer, pendant un petit moment, d'essayer non pas de suivre chronologiquement ou historiquement l'avènement presque de cette Shoah comme événement matriciel de la mémoire et de l'identité juive, mais plutôt d'identifier les grands déterminants mémoriels qui se sont conjugués, surtout en France, pour en arriver à faire de la Shoah une forme de religion séculière sur laquelle je crois qu'il faudrait que nous nous interrogions pour finir. Alors les raisons de la non-conscience de la Shoah pendant si longtemps, depuis la guerre jusqu'à la fin des années 50, sont bien connues, tant du côté non-juif que du côté juif ou du côté israélien. Je ne vais pas y revenir, ainsi que sur le cadre général du rythme de la montée en puissance de l'Holocauste
dans la conscience mondiale, du moins dans la conscience américaine, européenne et israélienne, car il y aurait beaucoup à dire sur le monde de l'Europe de l'Est, sur bien entendu le monde arabo-musulman, et sur bien des poches de l'Europe, comme la Pologne par exemple, dont on voit que le rythme de retrouvailles avec le problème de la Shoah n'a pas été celui qui a été le nôtre, celui des Américains et celui des Israéliens, qui, lui, en gros, est parallèle, c'est-à-dire un ressurgissement au début des années 60, puis un approfondissement progressif jusqu'au milieu des années 80, où l'on peut considérer, je crois, que sont mis en place tous les éléments qui vont faire de la Shoah devenue consciente d'elle-même le fondement de l'identité juive contemporaine. C'est sur ces 25 ans, je dirais 60-85, que je voudrais me concentrer, disons symboliquement, du procès Eichmann au procès Barbie, de 61 à 87. Et pour essayer successivement d'identifier, je dirais, au sens où Solzhenitsyn parle des nœuds de mémoire, qui me familier à cause de lieux de mémoire, mais plutôt des nœuds, des constellations, disons, de moments qui ont tissé les fils de cette mémoire du génocide. Le premier, je crois qu'il consiste dans ce moment essentiel, préalable, qui a vu le télescopage de l'antisémitisme de type nazi avec la conscience de l'antisémitisme chrétien. Il est tout à fait symbolisé, si vous voulez, ce moment, par deux dates parallèles. Le procès Eichmann en 61 qui a révélé au monde l'existence d'une certaine façon de la Shoah, et en même temps qu'il a profondément identifié l'existence et la légitimité d'Israël avec le problème de la Shoah, et d'autre part Vatican II, qui de 62 à 65 a été, vous le savez, le Concile du Vatican qui, avec le Nostra Aetate, a la décision conciliaire de, pour la première fois, réviser la conception déicide du peuple juif et qui a entamé de la part de l'Église une très longue réconciliation avec le monde juif qui, d'une certaine façon, n'est pas totalement terminée aujourd'hui. Eh bien, révélation, si j'ose dire, de l'horreur shoesque d'un côté, début de la rupture avec une très longue tradition d'antisémitisme chrétien, ils vont ensemble. Ils seraient là aussi presque resymbolisés en France même par les combats de Jules Isaac ou par les batailles autour du prix Goncourt de Schwarzbart, le dernier des justes. C'est un moment, je crois, très important. En 1959, précisément, paraît le livre capital de Jules Isaac, Les racines de l'antisémitisme chrétien, et ses visites même au pape, et presque parallèlement, rappelez-vous pour ceux qui l'ont lu, Le dernier des justes et son histoire, et c'est, je vous le rappelle, la longue dérive au long des siècles Dieu, selon une vieille légende, aurait accordé la survie à un juif par génération, et depuis le XIIe siècle, cette longue lignée se serait, à travers les malheurs européens, succédé et entretenu jusqu'à Ernie Lévy, qui précisément arrive pour terminer à Auschwitz en passant par Drancy. Et ce livre a été, rappelez-vous, pour ceux qui ont vécu cette période, une sorte, c'est d'ailleurs le Seuil, la maison du Seuil, c'est Mauriac qui a beaucoup fait pour le faire paraître, alors que tout le monde l'avait refusé, et il y avait quelque chose qui était très profondément heurtant de la sensibilité française, pour tout dire, et comme on dirait, je dirais, presque naïvement accusatrice de ce qu'avait été l'antisémitisme chrétien.
eh bien, il y a là, je crois, un moment très important, parce que sans la mobilisation de la culpabilité chrétienne, je crois que le malheur juif n'aurait jamais connu une pareille extension et publicité. Il serait resté ce qu'il était à travers les livres du souvenir, à travers les livres en hébreu, à travers la douleur interne de la famille et du monde et de la communauté juive, mais il n'aurait pas pris cette extension. Et d'ailleurs, vous parliez de Poliakov. En effet, le thème même d'Auschwitz est né à ce moment-là. Le mot, comme Verdun emblématique de la guerre de 14. C'est Adorno qui l'a beaucoup contribué à le lancer, mais c'est le procès d'Auschwitz en 1964 à Francfort, le fameux procès de Francfort, qui a eu une extraordinaire écho dans le monde allemand pour révéler Auschwitz. Et je me souviens, en effet, c'est en 1964 que j'avais demandé, pour inaugurer la petite collection archives chez Julliard, qui consistait dans des recueils de documents, que j'avais demandé à Léon Poliakov, collègue de Schneerson dans la fondation du mémorial d'ici pendant la guerre de 1943, de faire ce livre. Et c'est lui qui l'avait focalisé au fond autour de Auschwitz. Eh bien, c'est typique, si vous voulez. Je crois que c'était peut-être en France, je ne le jurerai pas, mais un des premiers livres à parler ainsi de Auschwitz. Alors le deuxième moment, qui serait évidemment, je crois, capital, il est fait de la rencontre purement conjoncturelle de deux phénomènes qui sont apparemment sans rapport, mais qui ont évidemment très profondément réagi l'un sur l'autre en France. Et c'est les retombées de la 67, de la guerre des 6 jours, et mai 68, je dirais, la révolte étudiante, qui a marqué quelque chose de très profond. En effet, vous le savez tous, la vague d'émotions qui a été déclenchée par la guerre des 6 jours s'est focalisée sur, au fond, le fantasme d'un second génocide impensable, très fantasme rapidement dissipé, mais qui était celui qui a motivé ce mouvement d'émotion qui a dépassé de beaucoup le mouvement le cercle des juifs étroitement croyants ou religieux, et qui a provoqué une sorte de ressentiment, de sentiment d'appartenance, et surtout le début d'un très long mouvement de redécouverte, très au-delà des milieux juifs, d'un continent de culture et d'histoire juive qui se sont mis à revivre très positivement. Et puis 68, au contraire, qui a été un mouvement d'identité générationnelle très forte, où les Bretons ont voulu être Bretons, les Corses ont voulu être Corses, les femmes ont voulu être... Pardon. J'allais vous en parler de ce moment historique où les consciences un peu de témoignages voilà, viennent et changent. Exactement. Et où, effectivement, ça a été, le croisement des deux a été, je crois, très important pour le début d'une génération qui, à ce moment-là, nous, définitivement, après le procès Eichmann, la notion et la légitimité d'Israël sur la Shoah, à ce sens, c'était très important, et a donné les débuts d'une conscience générationnelle qui va avoir d'autant plus d'importance qu'elle va rompre au fond avec une très longue tradition, disons, d'assimilation à la française. Je crois que d'ailleurs dans cette rupture du lien assimilationniste à la française a joué un élément qui n'est pas toujours pris en considération comme il le mérite, mais qui sont les conséquences de la guerre d'Algérie et le retour des
pieds noirs en général et des juifs du Maghreb en particulier qui n'ont pas seulement transformé quantitativement, mais qui ont apporté une vitalité complètement nouvelle, un statut, une manière d'être, une vie publique, une vie communautaire, un sentiment communautaire, bref, un sentiment d'identité extraordinairement dynamique à une communauté qui ne prenait même pas conscience d'elle-même sous cette forme communautaire. Et je crois qu'il s'est lié ou noué à ce moment-là un rapport très profond, très nouveau entre, je dirais, la France, les Juifs, Israël et la Shoah. Parce qu'il faut bien comprendre que ces Juifs d'Algérie, je l'ai dit Juifs d'Algérie, mais c'est d'une certaine façon tous ceux d'Afrique du Nord, ont été un peu les vrais, les pieds noirs quintessentiels, dans la mesure où, habitués à être le peuple de la mémoire, ils ont gardé une mémoire algérienne que beaucoup des autres probablement ont cherché à oublier. Et dans cette mémoire, il y a beaucoup de choses. Il y a une vieille ou de vieilles blessures jamais cicatrisées avec la France. Car après tout, ils revenaient abandonnés par la France de Gaulle, mais ça n'était que la deuxième fois. Ils avaient déjà été abandonnés par la France de Vichy. Et le gaullisme ou l'abandon gaullien a comme réactivé la vieille plaie de l'abandon vichiste. Et en même temps, ces Juifs d'Algérie avaient une partie de leur famille qui partait souvent en Israël. Eux ne partaient pas, soit parce qu'ils parlaient français, soit parce qu'ils avaient vu assez les Arabes comme ça et qu'il valait mieux revenir en France, ça suffisait comme ça, mais qui, à ce titre, ont noué avec Israël un lien d'intimité familiale, je dirais, régulier en quelque sorte, et avec la France ou avec la Shoah, un bizarre rapport qui était fait d'une extraordinaire absence et d'une extraordinaire présence. Extraordinaire absence parce que, grâce à Dieu, ils n'avaient pas connu la vraie Shoah, mais en même temps, le fait qu'ils ne l'aient pas connu, je n'ose pas dire on fait qu'ils en ont rajouté, mais en fait qu'ils l'ont intériorisé d'autant plus puissamment qu'à leur manière, ils en avaient vécu une, qui était une forme de destruction profonde de leur tradition. Et je pense qu'ils l'ont vécu, ce ressentiment complexe vis-à-vis de la France, d'autant plus profondément que le décret Crémieux en 1870, qui les naturalisait français et les adoptait contre un milieu plus archaïque de le monde arabo-musulman, en avait fait très largement, je dirais, des Français super attachés à l'idée de la France. Alors cet abandon, ce mélange de rapports complexes entre Israël, la France, la Shoah et leur propre Shoah silencieuse et non dite, si j'ose dire, a eu un effet de transformation très profonde dans le rapport des Juifs à la France, mais aussi des Juifs à la Shoah en général. Le troisième des nœuds, je vais peut-être aller encore plus vite, vous m'en excuserez, c'est évidemment Vichy. C'est évidemment le fait que... mais ce qu'il y a d'intéressant dans Vichy, si j'ose dire, par rapport à la Shoah, c'est effectivement que le problème de Vichy, c'est extraordinairement indexé à un aspect, d'abord sous-estimé, ensuite, je crois, très largement surestimé, qui est la politique antisémite de Vichy et la responsabilité directe ou indirecte du gouvernement de Vichy dans la complicité avec la solution finale. C'est ça qui a été l'angle d'attaque sur Vichy jusqu'à Papon et qui, vous le savez tous, a été extraordinairement sous-évalué du temps des débuts, au point que les procès de Bousquet s'est passé très tranquillement et qu'il n'a même pas été inquiété au moment de son vrai procès en 1949, et que toute l'histoire du syndrome de Vichy, comme dit Henri Rousseau, va se focaliser à partir du réveil de la question
éveillé par les débuts du livre de Paxton, qui en a fait un livre culte, La France de Vichy, et qui, pour la première fois, par un Américain en plus, dénonçait la complicité pétainiste dans la solution finale. Alors, vous savez que ces débuts, je dirais, du réveil autour de Vichy, bon, on les date précisément de 73, mais ils ont été si violents et si vigoureux que parce que d'autres signes ou symptômes les ont accompagnés. D'abord, 2 ans avant, il y avait eu le scandale de l'absolution, si j'ose dire, enfin de la non-condamnation de la grâce présidentielle de Pompidou, qui avait été accordée aux miliciens Touvier, et qui a déclenché immédiatement une mobilisation contre cette grâce présidentielle, et puis le scandale qui a entouré l'interdit de projection de télévision du film de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié. Cette nouvelle sensibilité s'affirmait avec, au fond, la nouvelle génération, celle précisément de 68, celle incarnée tout à fait par Patrick Modiano, qui, cette même année 68, fait paraître son premier livre qui s'appelle significativement La place de l'étoile. Mais, au fond, pour aller plus vite, j'aurais voulu vous faire glisser l'effet Vichy plus tard. C'est au milieu des années 80, c'est en 80 même, je pense, que le nœud vichiste autour de l'Holocauste va se réveiller. Et c'est d'ailleurs l'année de Holocauste, le film américain, 1979. C'est le début aussi, ces années 80, en Allemagne, de ce que l'on a appelé la querelle des historiens entre Habermas et Nolte, qui, je vous le rappelle, a tourné autour du problème de la spécificité du génocide qui, dans l'idée des conservateurs comme Nolte, était la réponse au communisme et à la menace soviétique, et donc qui, au fond, relativisait le problème de la Shoah, et Habermas, au contraire, en faisait le test du nazisme. C'est à ce moment-là que, véritablement, au fond, l'Allemagne s'est donné sa mémoire shoesque, si j'ose dire, et que le problème de la Shoah est devenu central dans la définition du nazisme et, du coup, dans la continuité de l'histoire allemande. En France, à la faveur même de l'épuisement de la version unanimiste que De Gaulle avait donnée de la résistance dans ces années-là, à la faveur aussi, je dirais, de la crise du marxisme qui, dans ces années 80, a beaucoup fait pour ramener à une sensibilité juive des juifs déjudaïsés, dont d'ailleurs Lanzmann serait le type même, par exemple, mais aussi Annie Kriegel, bien entendu, et qui a ramené je dirais au fond des gens qui n'avaient peut-être pas été directement, eux, déportés, mais qui avaient été touchés familialement souvent ou intellectuellement par le phénomène génocidaire, et que cette sensibilité qui leur avait donné un sentiment de l'horreur, un sentiment du tragique de la vie, un sentiment de solidarité et de compassion, avait beaucoup fait pour les amener vers la gauche ou vers le communisme, et que le retrait de la vague communiste les a laissés, si j'ose dire, sur le rivage juif, pour dire d'une expression qui n'est pas très heureuse. C'est le moment, en tous les cas, où, bien au-delà de l'accusation du pétainisme vichysois, la France va se voir imputer une sorte de fascisme et d'antisémitisme congénital,
et que précisément, disons dans des registres différents, c'est ce que ont exprimé des gens comme Sternel, israélien, mais tout à fait élève de René Raymond et de Sciences Po, auteur d'une thèse sur Barès, et qui, précisément en 1978, invente avec la droite révolutionnaire le sentiment que c'est la France qui a inventé le fascisme et pas les Allemands ou les Italiens. Et bien entendu, Bernard-Henri Lévy, 2 ans après, en 1980, avec son premier livre sur l'idéologie française, qui reprend ce même thème, et lui, comme par hasard, si j'ose dire, c'est un pied noir, c'est un juif d'Algérie. Au fond, une mémoire, je crois que c'est Annette Vivorka qui parle d'une mémoire de combat qui naît dans ces années-là. Elle a raison. Mais cette mémoire de combat va être certainement durcie par l'apparition du négationnisme dans ces années-là, précisément 80, du négationnisme faurisonien. L'idée même d'une apparition d'un négationnisme d'autant plus bizarre en France que je suis, vous aussi, probablement persuadé que c'est une complicité naïve et innocente et coupable d'une extrême gauche juive qui a donné au négationnisme faurisonien une sorte d'aura perverse et à la limite séduisante qui a pu donner en France ces germes des années 80 qui ont au contraire, je crois, été pour beaucoup dans la réaction très forte de cette génération 68arde. En tous les cas, la coïncidence ne peut que frapper entre la coagulation, je dirais, de cette mémoire de combat et d'identité qui voit la génération de 68, les revenus du communisme, la génération de la guerre d'Algérie, qui va exploser en ces années de la fin 70 et grâce aux efforts de gens comme Serge Klarsfeld, auquel il faut rendre cet hommage, vont éclater les affaires d'Arquiet-Pellepoix, ancien commissaire aux affaires juives, de René Bousquet, l'organisateur de la rafle du Veldiv, de Jean Leguet, son délégué dans la France Libre, et le premier des inculpés pour crimes contre l'humanité, avant Touvier, avant Bousquet, avant Papon et avant Klaus Barbie, le seul allemand du lot, mais le seul aussi dont le procès, comme vous le savez, va être en 87 une nouvelle forme de procès Eichmann en France et peut paraître, à beaucoup d'égards, inaugurer un nouvel âge de la conscience génocidaire en France. Eh bien, cet âge, le quatrième, et je dirais le dernier, c'est celui qui précisément correspond à ce que j'ai tenté de baptiser dans les lieux de mémoire l'ère de la commémoration, c'est-à-dire en fait l'apogée de ce mouvement de mémoire qui fait que, au fond, la Shoah arrive à son âge proprement mémoriel en trouvant même son nom, puisque c'est le film de Lanzmann qui va le populariser. Et je me souviens très bien, s'il était là, j'en parlerai avec lui, mais qu'à l'époque, il cherchait un mot, il cherchait un nom pour son film. Et je me souviens dans une conversation, très bien, il dit, je pense vaguement ce mot, mais il est complètement incompréhensible pour les Français. Donc ça me prouve, j'ai cette conversation dans les oreilles, que donc en 85 encore, évidemment, le mot était très peu répandu. Mais il commençait quand même à l'être, et Lanzmann l'a typifié. Mais c'est aussi l'année où Elie Wiesel a le prix Nobel de la paix pour précisément son témoignage de génocide. C'est le moment où le projet du musée de Washington est définitivement établi. C'est le moment où flambe la querelle des historiens, et il est quand même hautement significatif que la Shoah ait trouvé son identité nominale et son expression sous la forme de mémoire, puisque c'est ce qui caractérise au départ le film de Lanzmann, c'est de ne pas être un film sur
la vision des camps, où il n'y a pas une image, mais sur la mémoire des camps. C'est d'ailleurs le moment où on observe une large poussée de l'histoire orale parmi les historiens. C'est le moment où fait son apparition, si vous voulez, cette histoire, l'invention d'une histoire orale, c'est-à-dire du recueil de ces témoignages de qui? Eh bien, pour dire vite, des oubliés de l'histoire, de ceux qui n'avaient pas eu droit à l'inscription à la grande histoire. Et bien entendu, je vous renvoie au mur. Eh bien, écoutez, je ne peux pas, je ne vais pas faire une comparaison entre ce qu'a fait Lanzmann ou ce que j'ai pu faire moi-même, mais je ne peux pas ne pas remarquer que Shoah et les lieux de mémoire, ce que j'ai publié, datent de la même année. Et qu'au fond, ça veut bien dire qu'il y a eu une sorte de, je dirais en allemand, de Ursprung de la mémoire, d'apparition, si vous voulez, de la mémoire. Et le fait que ce soit, d'une certaine façon, les lieux de mémoire sur la France, et que ce soit l'autre, et que nous nous connaissions et que nous soyons amis et qu'on soit tous les deux juifs, c'est pas complètement indifférent, d'une certaine façon, à l'existence de ces deux œuvres incomparables, certes, mais toutes les deux un peu monstrueuses, puisque la mienne avait 7 volumes et que ça a apparu comme tel, un peu fou. En tous les cas, ce qui s'affirme là, si vous voulez, dans ces années 85-87, avec l'arrivée Wiesel, Barbie, Shoah, c'est une sorte d'hégémonie mémorielle très frappante, et je dirais, si on la compare précisément à l'absence de l'historiographie, car la prégnance de la mémoire a été plus forte en France, je crois, qu'ailleurs. L'historiographie de la Shoah, elle est allemande, elle est israélienne, elle est américaine, elle n'est pas française. Il peut y avoir d'excellents, de bons spécialistes de la Shoah. Aucun Français n'a apporté ce que Hillel a apporté, ce que Browning a apporté, ce que tant d'autres historiens de nationalité ont apporté. Le seul, revenons-y, c'est Klarsfeld qui a fait ce travail de base, mais précisément, c'est un travail de mémoire. C'est pas un travail, si vous voulez, c'est un travail d'histoire de la mémoire, là encore, et c'est cela qui l'a certainement caractérisé jusque dans toute son œuvre. Eh bien, écoutez, je crois qu'il est inutile d'aller encore plus loin. Moi, je pense qu'avec cet avènement du règne de la mémoire, tous les éléments sont en place pour faire de la Shoah ce qu'elle est devenue depuis 20 ans, c'est-à-dire une manière de religion séculière. Mais qu'est-ce que c'est qu'une religion séculière? Je crois que ça vaut la peine d'essayer, même brièvement, de s'interroger sur cette étrange expression, parce qu'elle fait penser à deux choses. Elle fait penser que on a appelé religion séculière les idéologies antitotalitaires, les idéologies totalitaires du XXe siècle. Et on a beaucoup relevé ce que ces idéologies, communisme, nazisme, avaient de religieux. Inversement, je crois qu'il faut se demander ce que l'idéologie a imprégné et apporté par la Shoah au judaïsme. Expliquons-nous si vous voulez. Je crois que la sanctification progressive de la Shoah a mis les Juifs et le judaïsme au croisement de deux mouvements, les deux mouvements qui travaillent probablement le plus en profondeur nos sociétés contemporaines, et qui sont deux mouvements contradictoires, disons un réinvestissement religieux évident,
et un mouvement de laïcisation en profondeur de ces sociétés qui est généralisé. Eh bien, je crois que c'est ce qui s'est passé sur le judaïsme. D'un côté, on a assisté à une centralité de plus en plus affirmée du problème religieux à l'intérieur du judaïsme, dont la consécration, d'ailleurs tardive et dans ces années-là, d'un homme comme Emmanuel Lévinas, peut paraître l'apogée. Et dans son sillage, la résurrection de toute la pensée juive depuis Maïmonide et de tous les penseurs juifs et de la Shoah ou de langue allemande, les penseurs allemands bien avant la Shoah, depuis Mendelssohn, je dirais, à Gershom Scholem ou de Rosenzweig à Hannah Arendt. On peut même dire, je crois, que le renouveau d'une spiritualité juive a été capital dans ce que l'on peut appeler une relégitimation de la religion dans le monde contemporain des 20 dernières années. Mais en même temps, et à l'inverse, il faut bien voir que cet investissement religieux n'a pas du tout interdit, au contraire, il s'est conjoint avec un progrès profond de la laïcité. Il ne s'est pas agi dans ce sentiment de rejudaïsation, d'une simple réanimation de la foi, pas du tout, je crois, ou d'une revitalisation du sentiment proprement religieux. Il s'est agi de tout à fait autre chose qui mériterait qu'on l'étudie en profondeur, de ce que l'on pourrait appeler une culture de la religion, c'est-à-dire en fait une promotion du droit et de l'éthique qui sont inséparables idéologiquement, qui sont profondément unis dans la religion des droits de l'homme. C'est là que naît la dimension idéologique nouvelle du judaïsme contemporain. La Shoah a généré une immense réflexion de toute nature, évidemment, sur laquelle je n'ai même pas fait allusion, historique et historiographique, philosophique et religieuse, artistique et littéraire. Cette immense réflexion a tourné autour des problèmes classiques de l'unicité et de la singularité de la Shoah par rapport à toutes les autres barbaries génocidaires. Et ce problème de l'unicité de la Shoah et de sa singularité aurait dû faire l'objet de ma part d'un développement que vous comprendrez que je n'ai le temps de faire. La réflexion s'est également focalisée entre deux pôles, l'exceptionnalité de cette Shoah par rapport à toutes les pratiques historiennes précédentes, son atemporalité presque, sa transcendance par rapport à toute espèce d'histoire traditionnelle ou vécue, et par ailleurs la nécessité ou le besoin d'insérer la Shoah dans l'histoire tragique et violente des hommes, et à l'insérer ou à lui donner une forme d'explication historique, qui à elle seule a pu paraître un scandale aux yeux de certains. Mais quelles que soient les réponses ou les absences de réponse à ces grandes questions, je crois que la Shoah, c'était une évidence même, a été construite comme la figure du mal absolu, l'image même de l'inhumain dans l'homme, qui est une des marques profondes du XXe siècle, cette découverte et cette conscience à travers la psychanalyse, à travers tant de choses, de l'inhumain à l'intérieur de l'humain. Et c'est autour, je crois, de cette transformation de la manière de poser le problème du mal, qui était purement religieuse traditionnellement, et qui est profondément liée maintenant à une réflexion autour de la Shoah. Lévinas serait typique de cet égard, qu'il y a eu, par la Shoah, une profonde historisation du judaïsme, même si la Shoah elle-même s'est en un sens atemporalisée et déshistorisée. Mais la Shoah a travaillé dans le sens d'une profonde laïcisation en profondeur du judaïsme, d'une profonde affirmation de son existence morale
et de l'idéologie qu'elle a nourrie très profondément des droits de l'homme. En ce sens, je crois que le judaïsme a très profondément irrigué depuis 25 ans, en profondeur, en sourdine, et tout en restant marginal ou marginalisé, les principaux courants et le terreau même de l'idéologie dominante autour de l'image des droits de l'homme. Au point d'ailleurs qu'on pourrait dire que qu'en devenant, je dirais, le déterminant de l'identité juive, la Shoah a peut-être réduit le judaïsme à être la religion de la Shoah plus encore que la religion du livre. Et d'une certaine façon, c'est une réduction à laquelle on devrait profondément songer. En ce sens, le judaïsme, tout en restant, je disais, marginal, a été au cœur, je crois, de l'idéologie contemporaine des droits de l'homme. Et vous me comprendrez, c'est là-dessus que nous allons, hélas, je dirais, terminer, c'est que se noue ainsi une contradiction menaçante dans le cœur, ou dont le cœur est évidemment la situation tragique d'Israël. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que s'est affirmée en Israël l'existence d'un sionisme de droite, et dans ce qu'on avait cru intrinsèquement un pays laïque, un messianisme religieux et fondamentaliste, tout prêt à sacrifier la politique elle-même à la religion, au fur et à mesure que Israël a pu paraître non pas le pays victime et survivant, mais le pays oppresseur, et que les métaphores même de la Shoah ont pu passer du côté des Palestiniens, un terrible renversement s'est opéré et s'est accéléré depuis la seconde intifada, qui directement et indirectement réagissait sur l'image même de la Shoah. Autrement dit, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, la Shoah est à la fois devenue patrimoine mondial, universel, mémoire collective de l'humanité, et d'autre part, le facteur le plus déterminant et le plus particulier de l'identité spécifiquement juive. Il est impossible, hélas, de ne pas remarquer qu'aux commémorations d'Auschwitz, les seuls absents étaient les représentants des pays arabes. Et je crois que cet écartèlement entre la Shoah universelle et la Shoah pure, je dirais, des Juifs, aboutit à un étrange et tragique cercle vicieux qu'on pourrait à la limite ironiquement ou tragiquement définir en ces termes. C'est que plus la mémoire de la Shoah se répand, plus elle libère une hostilité à Israël et aux Juifs au nom des droits de l'homme qu'incarne précisément la mémoire de la Shoah. Espérons que de ce cercle vicieux, les Israéliens et les Palestiniens sauront nous sortir et ont peut-être aujourd'hui commencé à le faire. Merci beaucoup. Donc, il y aurait beaucoup de points à reprendre sur votre exposé. Et si la salle a quelques questions à poser, la parole peut vous être donnée. Vous avez un micro. Oui, madame. Là-bas. Attendez, prenez le micro, madame, s'il vous plaît, parce que... Voilà. Merci. Je voudrais juste ajouter un témoignage personnel. Je suis française, j'habite New York, et je suis arrivée avant-hier matin à Paris pour repartir demain aux États-Unis. Dans l'avion, j'ai découvert le Paris Match. Et j'en ai découvert un second avec la photo de Simone Veil en arrivant dans l'appartement de maman à Paris. Je pense que ce phénomène de la Shoah est moins vécu aux États-Unis qu'en France. Enfin, moi qui habite et qui suis tous les jours, je suis arrivée par hasard aujourd'hui pour visiter ce mémorial et donc je suis restée à cette conférence. Mais je crois que c'est quand même significatif de le mentionner. Nous avons aux États-Unis des soucis
de terrorisme. Enfin, nous ne comprenons aujourd'hui, nous nous posons des questions sur la guerre en Irak, etc. Nous, parce que je suis mariée à un Américain, maintenant j'habite aux États-Unis, mais j'ai redécouvert ce phénomène de la Shoah. Je l'ai grandi, j'étais à Yavne, mais je l'ai redécouvert en arrivant à Paris. Donc je crois que toute cette audience qui est française, il y a quand même une population énorme aux États-Unis. Il faut se rendre compte que nous sommes conscients du problème juif, nous le vivons tous les jours, mais que les jeunes générations, mes enfants et mes petits-enfants, s'éloignent beaucoup. Je le redécouvre ici, peut-être parce que, est-ce que c'est une assistance particulière dans ce bâtiment, tel que vous le présentez, ça semble très très profond, et c'est pour ça que Paris Match. Donc je voulais quand même mentionner que je ne le vois pas de la façon dont vous l'avez présenté aux États-Unis. Oui, mais ça, je suis parfaitement. Je crois que tout mon propos le sous-entendait. Et donc, je vous remercie de ce témoignage. Il corrobore tout à fait ce que je pense. C'est que ça. Il y a des raisons que j'ai essayé de rappeler pour que. Vous savez que la France a toujours été une caisse de résonance particulièrement forte pour le problème juif. Et même par rapport à des pays où la population a été plus largement déportée, c'est en France que ça se noue. Je crois que ça vient d'un problème qui est très évident, c'est qu'il y a entre l'existence juive et l'identité française un ancrage de profondeur qu'il n'y a pas ailleurs. Et qu'après tout, tous les grands moments de définition de l'identité française ont tourné d'une certaine façon autour des Juifs. L'émancipation des Juifs au moment de la Révolution, l'affaire Dreyfus et le mouvement républicain, Vichy, et qu'on a vu qu'à travers ce côté-là, il y a eu quelque chose qui a noué profondément les moments de définition de l'identité française et les moments du tournant du destin juif. Je voulais, c'est à l'historien, disons, que je voudrais poser une question. Oui, monsieur. Est-ce que, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine hypocrisie dans l'occultation d'un certain nombre de faits. Par exemple, on parle de camps nazis, ce sont des camps allemands. Hein. L'antisémitisme, disons, exterminateur allemand, il date pas du nazisme, il existait préalablement. Hein. On parle, disons, d'Auschwitz, mais il faut peut-être rappeler aussi. C'est peut-être pas un effet du hasard qu'Auschwitz se trouve en Pologne et que 80 ou 90% des Juifs polonais ont été exterminés. Je crois qu'il y a quand même une occultation. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'Europe et qu'il faut oublier un certain nombre de choses, mais je pense que les historiens devaient prendre ça en main et rappeler des faits qui sont des faits réels, même si aujourd'hui ça n'a plus. On ne va pas s'attaquer aux jeunes Allemands ou aux jeunes Polonais, c'est pas ça que je veux dire. Mais je crois qu'il faut le dire plus nettement. Oui, eh bien écoutez, vous allez au-devant, là encore, de ce que j'essayais de pointer, qui est le contraste entre la mémoire elle-même et l'historiographie ou l'histoire savante. Aujourd'hui, les tendances de l'historiographie savante, allemande ou israélienne ou américaine, tendent à aller tout à fait dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire à identifier les acteurs pour comprendre qui ils étaient, jusqu'à très loin, depuis les individualités décideuses jusqu'aux personnalités exécutrices, vont dans le sens d'essayer de voir quelles étaient les situations locales et extraordinairement diverses. On dit la Shoah, vous avez raison, ou et les camps n'étaient pas du tout les mêmes selon la longueur, ou le moment où ils ont été créés, les milieux dans lesquels ils ont été faits, en Pologne ou en Allemagne, etc. Et je dirais, une géographie différentielle est en train de se mettre extraordinairement en place. Autrement dit, l'historiographie la plus de pointe va dans le sens de ce que vous dites, d'une anthropologisation, d'une diversification, d'une spécification du phénomène extraordinaire, alors qu'en France, vous avez raison, on globalise, on généralise comme tous les phénomènes de mémoire. Oui, je voulais revenir sur ce que l'opposition que vous faisiez entre le 50e anniversaire et le 60e. Oui. Je crois qu'il y a un élément, et je voudrais prolonger ce que disait monsieur à l'instant, je crois qu'il y a un élément très, très important qui prolonge l'arrêt de la guerre froide, c'est la constitution de l'Europe. C'est pas tout à fait le hasard si le 60e anniversaire se fait
avec une Pologne qui est enfin rentrée dans l'Europe. Il ne faut pas oublier quand même ce qu'a été la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que la quasi-totalité des camps d'extermination sont en Pologne. Au moment aujourd'hui où l'Ukraine peut aspirer à rentrer dans l'Europe, au moment où le nouveau président ukrainien lui-même a la mémoire personnelle et familiale de ces camps, au moment où la Roumanie aspire à échéance de 2 ou 3 ans à rentrer dans l'Europe, on voit bien que cette énorme commémoration en 2005 n'est pas totalement innocente de la part de nos chefs d'État et de nos politiques, tout, oui. qui est un grand travail de deuil et de mémoire autour de l'idée de construire tous ensemble, tous les anciens qui étaient dans les différents camps, enfin dans les camps opposés là en l'occurrence, et de construire ensemble par rapport à ce qui nous a opposés, ce qui nous a divisés et ce qui a conduit à la tragédie d'autrefois. C'est sûr, toutes ces ambiguïtés sont là. Et puis vous avez bien vu les protestations polonaises et les difficultés d'arriver à un texte d'entente avec les Polonais. Je voulais juste signaler ou rappeler que dans la déclinaison allemande des lieux de mémoire dirigée par Étienne François, Auschwitz est un lieu de mémoire allemand. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que cette mémorialisation et cette intégration d'Auschwitz dans la mémoire et dans la vie quotidienne allemande a aussi été affirmée de manière très significative par le chancelier Schröder devant le comité international d'Auschwitz le 25 janvier dernier. Rejet de la culpabilité, mais acceptation et pleine intégration de la responsabilité particulière de l'Allemagne et de toute l'Allemagne, c'est-à-dire aussi des Allemands de maintenant. Je suis très content, je dirais, que vous ayez lu les lieux de mémoire allemands d'Étienne François, dont on est en train de faire une traduction en un volume. Il faut les mettre à côté des lieux de mémoire français. Si, ça aussi, ça a beaucoup joué. C'est sûr que Klarsfeld a eu beaucoup de mal à tanner Mitterrand et qu'il a obtenu facilement de Chirac cette déclaration que j'aurais dû rappeler, puisqu'elle finit en principe l'affaire de Vichy de 95, du 16 juillet, sur sa déclaration historique et capitale de l'acceptation de l'idée de la responsabilité de la France et du gouvernement français dans la complicité du génocide. Ça a été fondamental et il y a là certainement deux sensibilités radicalement différentes. Quand Simone Veil dit que l'engagement de Chirac est à la fois sincère et profond, je crois qu'elle a tout à fait raison et que l'engagement ou non-engagement de Mitterrand était tout aussi superficiel et peu profond. Oui, il y aurait beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup à dire. L'autre jour, on a d'ailleurs reçu une ancienne déportée qui insistait là-dessus, sur ce point, en disant que Mitterrand préférait déjeuner avec René Bousquet que de reconnaître la responsabilité de la France. C'est une évidence. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie énormément d'avoir répondu. Oui. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.